Voiture de légende en collaboration avec les montres Eberhard et sa Tribute to Contograph. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Bienvenue dans Voiture de légende. Je vous retrouve dans ma bibliothèque, au coin du feu. C'est l'hiver, mais l'hiver c'est aussi l'occasion de belles promenades sur la neige avec les rallyes hivernaux actuellement, les grands classiques. On va s'y intéresser tout au long de cette émission. On commence par le Neige et Glace où on a été servi cette année encore sur les routes du Jura, cette belle épreuve organisée par la famille Zaniroli, avec aussi, vous allez le voir, notre partenaire Wicam qui nous emmène en caméra embarquée. Venus de Belgique, une trentaine de concurrents belges ont rallié la capitale du Doubs pour y perpétuer une tradition, à savoir le monopole du podium final. Depuis près de 10 ans, les Diables Rouges donnent en effet de la tête et des épaules le plus sportif des rallyes hivernaux. Même si les 3 équipages qui ont partagé les 5 dernières éditions étaient bel et bien au départ, les Français et quelques équipages italiens s'apprêtaient à sonner la révolte. Il en va de même pour Henri Pescarolo et Michel Perrin, enfin équipés des pneus les plus performants. Monsieur Le Mans et Monsieur Dakar visaient donc ouvertement une place sur le podium final. En soirée, au terme d'un briefing général, le prologue de 25 km était disputé dans la célèbre côte du Lamont et offrait à chacun l'occasion de déterminer son ordre de départ en vue de la première étape du lundi dans le Jura. Dominique Olvoet et Björn Van Overskel, Toyota MR2 numéro 98, ont remporté ce soir le prologue de ce 61e Neige et Glace. Le duo belge devance les Français Ballan, Lancia Delta numéro 108 et la Lancia Flavia numéro 69 des Italiens Rossi Tarenzi. Yves de Flandre et Eddy Gulli, Porsche 911 numéro 2, lauréats en 2010 et 2011, terminent 4e du jour. Everybody get on your feet. You make me nervous when you're in your seat. Take off your shoes and pat your feet. We're doing a dance that can't be beat. We barefootin'. Il est des jours comme ça. En démarrant le matin, le village de Malbuisson était enveloppé d'un épais duvet de neige. Les 110 équipages du Neige et Glace ne se doutaient sans doute pas qu'ils allaient vivre, pour la plupart, une journée particulièrement difficile suite aux importantes chutes de neige des 2 derniers jours. L'équipe d'organisation avait d'ores et déjà été contrainte d'annuler les 2 derniers secteurs chronométrés de la journée. Sans TR6, Gobet, ni TR7, Pic de l'Aigle, la boucle jurassienne s'annonçait néanmoins sportive avec pas moins de 5 tests de régularité au menu. Chute de neige, chute d'arbres et quelques encombrements, autant de conditions climatiques qui eurent vite fait de transformer cette première étape en véritable cauchemar. Come back and get 'em another day. We barefootin'. We barefootin'. We barefootin'. We barefootin'. Everybody get barefooted. Take off your shoes. On navigue entre prendre des risques, ne pas en prendre. Et bon. Ça s'est bien passé, quoi. Non, mais il y en avait partout, quoi, des voitures arrêtées partout, beaucoup de bagnoles bloquées. Bon, voilà, nous on est passé partout, parce que les vieilles, mais un peu hautes, je parle de la voiture. Donc voilà, ça s'est très bien passé. On s'amuse, on est venu pour ça, on n'est pas venu non plus pour... C'est pas le Dakar, quoi. On a froid, il y a de la neige, on est content, quoi, donc tout va bien. Au décompte final et malgré tous les efforts des organisateurs pour maintenir le plus de secteurs roulants, seulement 25% du parcours sportif put être maintenu. Résultat final de ce jour blanc, ce sont 3 équipages français qui monopolisaient la tête du classement général provisoire, avec en tête Eric et Joa Torrejon, Audi Quattro numéro 22, suivi de Christophe et Anne Baillet, Porsche 911 numéro 20, qui eurent néanmoins besoin de leur joker pour effacer une grosse
grosse erreur commise au départ du TR1. L'autre Audi Quattro de Benoît et Yannick Martin complète le podium du jour. Problème en revanche pour Henri Pescarolo et Michel Perrin, en proie à des problèmes d'alimentation sur leur Porsche 911 et contraints de rallier Malbuisson pour réparer. Abandon définitif en revanche pour le duo belge formé par Daniel Reuter et Robert Van de Vorst, Porsche 914 6 numéro 3, lauréat de l'édition 2012 suite à des problèmes insolubles de boîte de vitesse. Elles n'étaient pas les premières à avoir tenté l'aventure, mais des concurrentes du rallye des princesses avaient également pris le départ de cette édition. Natalia Skleranikova, la sœur d'Adriana Carambeu, accompagne Gérald Garcia sur Porsche 911, tandis que Valérie Rotrou-Bossard, lauréate seconde en 2014 à Saint-Tropez, sur son imposante Facel Vega. Grand Bleu et thermomètre en chute libre le matin pour le départ de la deuxième étape du rallye décliné en 3 actes. 4 TR en matinée entre Malbuisson et les Fins. Pilotes et navigateurs s'en sont donnés à cœur joie tout en glisse dans des décors de rêve où les premiers rayons du soleil soulevaient une bruine de neige ajoutant de la magie à la carte postale. Chez les Sansaignes, on se hissait provisoirement en tête du classement général où la résistance française s'organisait en collaboration avec les Rémois, Éric et Joa Torrejon, Audi Quattro numéro 22 face aux Belges. Mais du côté de nos amis belges, la révolte avait également sonné et s'articulait bien entendu autour des leaders habituels, alors que Jean-Pierre Van de Woever et Julien Pes, Porsche 914 6 numéro 1, passaient leur matinée à se débattre comme d'autres avec des obstacles aussi mobiles que divers qu'impose le système de la route ouverte. Yves de Flandre et Eddy Gully, Porsche 911 numéro 2, enchaînaient les petits scores pour se hisser progressivement en tête du général provisoire. Après un regroupement particulièrement agréable dans le magnifique village classé d'Ornans, la demi-étape de nuit confirmait la reprise du pouvoir par vol de nuit des équipages venus d'Outre-Quiévrain. D'autant que quelques lourdes pénalités horaires, tombées suite à des excès de vitesse dans les traversées de villages, terminaient de faire le tri. Au bout de la nuit à Malbuisson, à la veille de l'arrivée à Montarlier, De Flandre, Gully pointaient donc en tête devant Van de Woever, Pes et Torrejon pour un final particulièrement prometteur. Superbe, magnifique aujourd'hui. Bon, en une demi-heure, ça peut passer de tempête de neige à tempête de soleil, mais voilà, super beau. Ça, c'est féerique. C'est fabuleux. Bon, à un moment quand ça roule, on n'a plus le temps de tout imprimer les images, on verra avec les vidéos. Non, mais juste magique, ouais, bien sûr. Ouais, magnifique les paysages. Puis là, on a mis gaz, là, on déverse, ça glissait la 4L, génial. Hier, on a fait un petit pôle mécanique jusqu'à minuit quand même, donc pas facile, mais là, on est d'attaque et prêt à mettre pied dans la tôle, quoi.
se va, no se vaya al rol. Porque va a empezar al rato el piano del cantón. Porque va a empezar al rato el marihuana boogie boy. No se agüite ese pues, pégale duro esas teclas. Vamos pues a tronarnos las manos, digo yo. Le voy a sacar una buena caña para echar un buen borro ese. Estamos de aquí de este público. Mi jaina se llama Juana, 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 Juana. Pero ya todos los barrios le dicen marihuana. Mari, marihuana, ¿cómo te quiero yo? C'est sûr que c'est là. 3 ans qu'il en rêvait. 3 ans que cette 3e victoire lui tendait les bras sans jamais s'offrir vraiment la place. Franchissant celle-ci en vainqueur au volant de sa Porsche 911, frappé du numéro 2 sur le podium de cette édition 2015, dressé place d'Arçon au cœur de Pontarlier, le pilote belge Yves de Flandre a finalement conjuré le mauvais sort qui s'acharnait sur lui depuis si longtemps. 5e à s'élancer sur les pistes de slalom remaniées par l'organisation, ils ont cette fois parfaitement géré leur sprint final face à un duo Jean-Pierre Van de Hofer, Julien Pes, Porsche 914-6 numéro 1, certes handicapé par une boîte de vitesse défectueuse, mais avec Julien toujours très affûté sur les prises de temps. 3e au décompte final, Michel Clojean et Robert Rorif, également vainqueurs de leur classe avec leur magnifique Préa de 1954, complétaient un podium 100% belge et totalement Porsche. Cette fois-ci, on l'a accroché, donc on est super heureux. Non, c'est mon rallye fétiche, et puis sur une carte de visite, ça fait bien, quoi. En tout cas, cette année ici, oui, ça c'est sûr. L'année passée, c'était déjà compliqué, mais cette année, c'était vraiment difficile. Mais c'est ça qu'on vient chercher. Admiration pour l'organisateur, parce qu'il a eu des réactions assez... C'était très, très difficile. Et alors, super admiration pour mon coéquipier, parce que c'est un boulot. Avec les corrections qu'ils ont fait, il fallait corriger dans le roadbook. Mais comment est-ce qu'ils font, franchement? Que du bonheur, vraiment. On est là pour s'amuser tout d'abord.
se challenger un tout petit peu. Et surtout, on a pris beaucoup de plaisir. Et c'est vraiment la chose la plus importante. Et avec beaucoup d'amitié et de bonne humeur. Très belle édition de ce Neige et Glace, mais alors que dire du monument des rallyes hivernaux, le Monte-Carlo historique. Cette année, les routes étaient blanches dans les Alpes du Sud, dans l'arrière-pays niçois, et les nombreux concurrents du Monte-Carlo se sont régalés. On vous propose un petit avant-goût, une sorte de teasing de ce que vous pourrez retrouver en intégralité sur BTV dans quelques jours. Il suffira d'aller sur notre site internet www.voituresdelégende.com pour vous renseigner sur les horaires de diffusion. C'est parti, en route pour le Monte-Carlo. Dimanche 1er février, c'est le petit matin sur le port de Monaco. Les départs se succèdent, de minute en minute. Il fait frais sur la côte d'Azur et cela en dit long sur le froid qui attend les équipages à l'intérieur des terres. Samedi 31 janvier, Saint-André-les-Alpes accueille donc l'ensemble des participants de cette 18e édition du rallye Monte-Carlo historique. Situé sur l'axe Nice-Grenoble, au bord du lac artificiel de Castillon, le village de 900 habitants est le point d'entrée de la vallée du Haut-Verdon. Les concurrents se retrouvent à la mi-journée dans les Alpes de Haute-Provence pour se préparer à affronter la première zone de régularité avant de rallier Monaco. Et c'est donc le départ de la première zone qui marque le début du regroupement vers Monaco. Cette année, ville de concentration. Une mise en jambe de 11 km 970 entre Saint-Jean-la-Rivière et Le Vins. Après la distribution de pommes sur le parcours, c'est un des hauts lieux du sport automobile en Dauphiné, la gare de Clelmens qui fait office à la mi-journée de trait d'union entre Préalpes du Sud et Vercors. Les concurrents enchaînent la zone de régularité numéro 4, Chichiliane, Col de Menet, les Nonières. Là encore, une épaisse couche de neige glacée attend les équipages. Pour la plupart, la prudence est de mise, mais ceux qui jouent la montre savent qu'il faut coller à la fameuse moyenne imposée. Et dans ces conditions météo, rien n'est plus difficile. On dit souvent que le rallye de régularité fait la part belle au travail du copilote, qui prend ici une importance capitale. Mais lorsque la route est blanchie par la neige, le pilote retrouve une place centrale dans la stratégie des équipages. Un terrain piégeux qui surprend le pourtant très expérimenté Claude Laurent au volant d'une DS. La Citroën fête ses 60 ans dans la poudreuse des bas-côtés. Les DS comptent 2 victoires au rallye Monte-Carlo en 1959 et 1966. C'est un des coups de théâtre de cette édition 2015 qui est en train de se préparer pendant que l'équipage belge de la Porsche 914 numéro 20 se hisse vers les sommets de la hiérarchie. C'est la descente aux enfers pour José Larep, triple vainqueur du Monte-Carlo historique. Le pilote part à la faute dans cette spéciale et doit renoncer alors que la première moitié du rallye vient à peine de commencer. C'est la Porsche 911 de Raymond Orny et Christophe Hayet qui s'adjugent cette zone de régularité. Mais c'est également la valse des positions au classement général. Raymond Durand et Sébastien Scholl ont fait le coup de force ce matin. Ils occupent à présent la tête devant la Porsche 914 de Metz et de Planck, pourtant toujours aussi spectaculaire,
et la Golf de Zanchi et Agnese, qui est à présent 3e. Il reste encore une zone de régularité avant de revenir à Monaco pour préparer la grande nuit du Turini. Disputée sur route humide, cette spéciale remet les équipages dans le rythme de la régularité, même s'il faut encore se méfier des pièges, nombreux sur ce parcours. Globalement, cette fin d'étape commune n'apporte pas de nouveautés dans la hiérarchie établie ce matin. Après un passage pour un dernier contrôle horaire par le village de la Turbie sur les hauteurs de la Principauté, la caravane du rallye retrouve Monaco et le port Hercule. Pour ceux qui sont encore là malgré les périls de la montagne, du froid et des vieilles mécaniques parfois capricieuses, la perspective de participer aux ultimes explications de nuit est une récompense supplémentaire. Un peu plus dans le détail du vécu, de ce que les hommes et les femmes qui ont pris part à cette édition 2015 retiendront, le petit bout d'aventure que chacun gardera à jamais en mémoire. Un extrait de vie que le rallye Monte-Carlo aura magnifié pour la postérité. Voilà pour cette avant-première, cet avant-goût de ce Monte-Carlo historique à plus d'un terme. Alors, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, parce que nous avons donc un 52 minutes à vous proposer sur cette édition du Rallye Monte-Carlo sur BTV. Donc, rendez-vous sur notre site internet pour les horaires de diffusion. Et puis enfin, troisième étape de cette Triple Crown, comme on dit aux États-Unis, des épreuves hivernales dans nos contrées, les célèbres légendes boucles qui ne sont plus boucles de Spa, mais bien boucles de Bastogne, puisque Pierre Delettre et son équipe ont décidé de changer et d'établir leur quartier général dans les Ardennes. Là aussi, la neige était au rendez-vous. Ici à Bastogne, elles se sont donc organisées cette année avec beaucoup de succès, à la fois sur le plan populaire, à la fois sur le plan de l'organisation, du professionnalisme, de la rigueur qui était au rendez-vous, et donc ce sont les ingrédients nécessaires pour moi pour qu'il y ait cette bonne collaboration, et c'est pour ça d'ailleurs que je crois que la décision a été prise par l'organisateur, c'est pas moi qui ai pris la décision à sa place, de pouvoir travailler ensemble et organiser ça ici à Bastogne. Les Legends Boucles, ce sont deux catégories bien distinctes, avec d'un côté les pilotes aguerris qui peuvent pousser leur voiture avec peu de limites, et de l'autre côté des classiques où l'on doit là respecter les vitesses moyennes qui est dans ce cas-ci de 60 km/h. Pour ce faire, le copilote possède un outillage des plus perfectionnés. On travaille avec un appareil qui s'appelle le Blunic et on doit tout le temps être juste au mètre près. Donc dans tous les changements de direction, moi j'ai la distance que l'organisateur a marquée sur le roadbook et je dois recaler mon trip plus ou moins, plus 5 mètres, plus 3 mètres, tout le temps comme ça pour être pile poil. Et au niveau justement du classement, où est-ce que vous en êtes à mi-parcours on va dire? Pour le moment, nous sommes, je crois que c'est 7e ou 8e. Du côté des pilotes, le gros point d'interrogation, c'était la nouvelle partie du tracé autour de Bastogne. Nos représentants, comme les autres, ont découvert les différentes spéciales le jour même de la course et visiblement, ils se réjouissent des choix des organisateurs. Par rapport à l'année dernière, il y a une très grosse différence de parcours parce que nous on connaît déjà un petit peu ici, mais la région s'y prête vraiment bien et franchement très bien, très bien. Est-ce qu'on peut parler d'un avantage pour les locaux justement? Il y a certains qui habitent vraiment dans le village où là ça le passe, il n'y a rien à faire, ça ils ont un avantage, mais sinon nous on l'a fait correctement, on a été nulle part avant, rien, on le fait correctement et voilà, et ça se passe bien, On le sent, même si l'envie de réaliser de bons temps est bien présent, c'est avant tout le plaisir que tous ces pilotes recherchent. On s'amuse et voilà, tout se passe super bien, le parcours est génial. Justement, le parcours, on m'avait posé un peu des questions, c'est tout nouveau, c'est chouette, c'est agréable? Non, il est très chouette, ouais. Il n'est pas encore trop cassant maintenant, donc ça va. La Porsche tient le coup, c'est ce qui compte. Un des grands moments de cette journée restera le passage dans la spéciale show entre Cobru et Wittimont. De quoi aussi nous donner de très belles images.
Après un prologue disputé sous une pluie battante le vendredi soir, c'est la neige qui attendait les concurrents pour la première spéciale du jour, entre Foix et le Mardasson. L'occasion aussi de voir les cadors de la discipline en action avec les Duval, Macrae, Allen ou encore Sneyers. Parmi eux, un luxembourgeois d'adoption à la personne de Bruno Thierry, qui réside maintenant près de Martelange. Pour le vainqueur des Legends Boucle en 2010, le premier objectif était de rallier l'arrivée et ainsi conjurer le sort. Les dernières années, ça a été un peu difficile. La mécanique, on avait décidé autrement. Là, maintenant, notre petite visa a l'air d'être bien plus fiable. Pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe bien. Je l'aménage. Je pourrais prendre beaucoup plus de risques et un peu plus la brutaliser, mais non, j'essaie de faire attention. Mais ce type de rallye, c'est aussi l'occasion pour des pilotes moins renommés de se faire remarquer. Romuald Thirion a tenu la dragée haute au meilleur avant de connaître des problèmes techniques. On était bien parti, il paraît qu'on était 4e au général, donc c'était très bien. Nous on vise le top 15, donc on est très contents. Mais problème à Bodø, on a eu des coupures d'allumage, on perd 36 secondes, donc on est plus loin au classement, je ne sais pas où exactement. Après ce passage en région liégeoise, retour vers Bastogne et ses environs. Plus précisément entre Cobru et Wittimont. Une occasion unique pour nos représentants d'établir de bons chronos, mais aussi et surtout de prester devant leurs supporters. C'est sûr qu'on peut rattraper un peu du temps, surtout qu'on passe devant ma maison à Oubourcy sur un spécial de Foix, donc c'est vraiment mon jardin, quoi. Là déjà un petit peu au niveau émotif et émotionnel, c'est un peu bizarre de se dire on va passer devant chez soi. C'est sûr, j'ai ma copine et j'ai mes 2 petits qui sont devant la maison qui me regardent, donc ça fait plaisir. Et Romuald de Thirion n'était pas le seul dans le cas. Nombreux sont ceux qui roulaient véritablement dans leur jardin. C'est un peu un terrain de jeu, on venait jouer ici en mobilette quand on était plus jeune. Bon, ben maintenant on vient jouer avec des autres mobilettes un peu plus grosses, des voitures et voilà, on va mettre le paquet, normalement ça doit fonctionner. Quel type de tracé on va retrouver ici? Un tracé très sinueux, très gras, où on sait très bien qu'on n'arrivera pas à pointer à l'heure, donc là il faut vraiment lâcher tout. Surtout qu'on est à 1 km de la maison, donc on passe presque sur le seuil de la maison à 100 mètres dans le village de Recogne. Et même dans les villages voisins, on a la famille Glaude qui est derrière nous, donc on est attendu. On est dans notre région, donc c'est une région qu'on connaît beaucoup plus que certains participants, donc c'est vrai que c'est des belles spéciales. Un peu de pression ou pas spécialement d'arriver ici dans la partie filmée, tout ce qui tourne autour? Oui, quand même un peu, puis bon voilà, on connaît le public, donc qu'on est les spectateurs, c'est vrai qu'on est quand même plus sensibilisé par cet endroit, c'est clair. Ouais. Cette spéciale très spectaculaire donnait aussi l'occasion d'assister au passage d'autres pilotes luxembourgeois. Christian Glaude et Fred Capras se faisaient eux aussi plaisir. Allez, Fred, fais une belle. Il restait encore 3 spéciales à couvrir avant de connaître le classement final de ces boucles dans la catégorie Legends. Phénoménal Duval, hein, c'est marqué dessus. Regardez le casque d'Obélix, vainqueur de ces boucles pour la 3e fois. Il est vraiment intraitable sur ce terrain et c'est un rallye de plus en plus compétitif. C'est pas parce que c'est des épreuves historiques qu'il n'y a pas une vraie bagarre. La preuve, c'est sans doute le plus talentueux, le plus doué de tous les concurrents qui a émergé
cette fois encore. Voilà pour cette émission Voiture de légende qui s'achève. Rendez-vous le mois prochain sur notre site internet, évidemment, www.voituredelégende.com pour revoir cette émission ou les précédentes. Merci à nos partenaires, classiccarpassion.com et le magazine Rétrocourse. Et puis pour les organisateurs d'épreuves historiques, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet pour nous proposer des images de vos événements. À la prochaine et bonne route d'ici là. Voiture de légende en collaboration avec les montres Eberhardt et sa Tribute to Contograph. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique.